Et donc, j'appelle Maître Belloc, avocate, qui nous fera un descriptif de où nous en sommes d'un point de vue légal, sur l'usage de l'endoscopie souple par les chirurgiens. Merci. Merci à vous, merci professeur, merci à tous les membres de l'Académie nationale de chirurgie qui me donnent l'occasion d'intervenir aujourd'hui devant votre prestigieuse institution. Je vous en remercie. Et ça a une particulière résonance pour moi puisque j'ai prêté serment il y a presque 20 ans et depuis une quinzaine d'années maintenant, je consacre l'essentiel de mon activité à la défense des chirurgiens. Et vous m'avez offert une transition parfaite pour mon intervention, puisque j'ai bien compris dans le cadre des débats qu'il y avait effectivement quelques difficultés à légitimer l'endoscopie chez les chirurgiens, avec notamment des conflits locaux ou au niveau national qui ont pu opposer deux spécialités. Alors, des conflits qui ont parfois généré des dérives, il faut le dire, anticonfraternelles de gastro-entérologues qui ont pu effectivement euh, euh, obérer la prise en charge de patients en empêchant des chirurgiens viscéraux et digestifs d'utiliser l'endoscope, donc avec malheureusement parfois des conséquences qui auraient pu être gravissimes. Alors, le débat entre ces deux spécialités soulève en fait une question de fond qui est celle de savoir si l'endoscopie digestive entre dans le champ de compétences du chirurgien digestif. J'ai compris aussi en vous écoutant que l'endoscopie digestive, non seulement elle était au cœur de l'activité de certains chirurgiens, mais qu'elle était aussi l'avenir de la chirurgie. Et je comprends pourquoi la question est aussi importante. Alors la réponse que je vais apporter, c'est la réponse d'un avocat, c'est-à-dire que moi, je n'ai pas de prise sur le contenu des formations, sur la compétence particulière du chirurgien à utiliser l'endoscope. En revanche, je peux apporter une réponse qui est positive à ce que le chirurgien digestif puisse effectivement, d'un point de vue légal, pratiquer l'endoscopie. Alors, j'ai considéré qu'il y a 6 points qui permettent de valider la pratique de l'endoscopie par le chirurgien. Le premier point, il est historique. Monsieur le secrétaire général a fait un petit rappel au début de votre session, effectivement, a expliqué que les chirurgiens sont les premiers à avoir pratiqué l'endoscopie, notamment interventionnelle, avec l'utilisation aussi d'endoscopie lors de cholécystectomie par voie ouverte ou de cholangioscopie péropératoire. Et donc, on a compris que la question de l'endoscopie chez le chirurgien n'est pas tout à fait nouvelle, même si le débat et le conflit, lui, il l'est. Et puis, il y a aussi la question de l'avenir. Il y a l'histoire. Après l'histoire, il y a l'avenir. Et vous avez, vous, Académie nationale de chirurgie, à fort juste titre, rappelé et demandé à l'Académie nationale de médecine, c'était en janvier 2023, qu'il n'y ait pas de frein au progrès des techniques chirurgicales susceptibles d'utiliser l'endoscopie. Le deuxième point, c'est en fait de s'entendre sur la question de ce que signifie un endoscope. Un endoscope, c'est un dispositif médical. C'est un outil, au même titre qu'un échographe, un amplificateur de brillance ou un microscope, et c'est ce que rappelle le Conseil national de l'ordre des médecins. L'endoscope, c'est un dispositif médical qui obéit donc à une réglementation qui lui est propre, une réglementation européenne, laquelle réglementation ne fixe pas de critères quant à ses utilisateurs. Ça veut dire que cette réglementation ne dit pas que l'endoscope est exclusivement réservé aux médecins gastro-entérologues. Par ailleurs, l'endoscopie, vous le savez évidemment, n'est pas une technique, ce qui permet de répondre pour partie à la question de fond. Troisième point qui me paraît important, et on l'a largement vu avec le professeur Caiazzo qui a développé tout cet aspect universitaire, c'est l'enseignement dans le cadre du DES de chirurgie viscérale et digestive. La maquette, qui ressort de l'arrêté du 21 avril 2017, prévoit clairement, c'est inscrit noir sur blanc, la nécessité d'une formation en endoscopie pour pouvoir valider le DES de chirurgie viscérale et digestive. Les formations continues également, on en a entendu parler, prévoient l'utilisation des endoscopes souples, notamment dans le DU endoscopie chirurgicale de l'IRCAD, où
l'enseignement est dispensé tant par des chirurgiens que par des enseignants hépato-gastro-entérologues. Autre élément qui me paraît presque être le plus important, en tout cas pour la juriste que je suis, c'est le fait qu'il existe, vous le savez, au sein de l'Ordre des médecins, des commissions de qualification. Ces commissions de qualification, elles ont été créées pour le cas où des praticiens souhaiteraient acquérir une spécialité qui n'est pas la leur initialement, pour laquelle ils n'avaient pas validé le DES. Cela ressort du décret du 19 mars 2024. Donc, ces commissions de qualification de l'Ordre des médecins obéissent à un référentiel qui a été édicté par le Conseil national de l'Ordre des médecins, référentiel donc à destination de ces commissions, qui prévoit clairement qu'un chirurgien, une autre spécialité, ou même, j'ai envie de dire, on pourrait dire qu'un médecin, qui souhaitent acquérir la spécialité de chirurgien digestif doivent pouvoir justifier de connaissances théoriques et techniques qui concernent les modalités de l'endoscopie. A fortiori, si les commissions de qualification demandent à ce que l'endoscopie soit maîtrisée par ceux qui souhaitent devenir chirurgien digestif, il est évident que par essence, le chirurgien digestif pratique et connaît parfaitement les modalités de l'endoscopie. Autre élément qui me paraît également plaider dans le sens de la légitimité du chirurgien digestif à réaliser l'endoscopie, c'est l'article 70 du Code de déontologie médicale. C'est l'omnivalence du diplôme du médecin, ainsi que l'interprétation qui en est faite par les instances ordinales. Que nous dit l'article 70 du Code de déontologie médicale? Tout médecin est en principe habilité à pratiquer tous les actes de diagnostic, de prévention et de traitement, mais il ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des soins, ni formuler des prescriptions dans des domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience et les moyens dont il dispose. Le Conseil national de l'Ordre des médecins précise ce qu'il faut comprendre par connaissance. Il dit que les connaissances doivent être prises au sens large. Il y a celles acquises, effectivement, lors des formations universitaires et qui doivent être entretenues, mises à jour, mais il y a aussi l'expérience qui évoque à la fois celle relevant de la formation précédemment reçue, mais également celle acquise dans la pratique quotidienne. Ça veut dire que d'un point de vue strictement théorique, ce principe de l'omnivalence du diplôme du médecin clôt le débat. D'un point de vue légal, déontologique, le chirurgien digestif est habilité, évidemment, à pratiquer l'endoscopie. Et j'irai même plus loin. Le médecin est le premier juge de sa compétence. Il n'appartient ni à une société savante, ni à des instances représentatives de dicter les limites de chacun. Cela ressort de l'arrêté du 21 avril 2017 qu'on évoquait, qui rappelle qu'au terme de son cursus universitaire, l'étudiant doit être en mesure de connaître ses limites et ce principe s'applique tout au long de l'exercice du praticien et ne cesse qu'avec ce dernier. Évidemment, il existe des contrôles, des procédures de contrôle, notamment exercées par l'Ordre des médecins. Mais ce contrôle, finalement, il intervient a posteriori. L'Ordre des médecins met en place, vous le savez, ces procédures de contrôle et parfois, j'ai eu des dossiers à traiter où on a pu avoir des interdictions d'exercer pour des praticiens qui étaient titulaires du DES de la spécialité, enfin de leur pratique quotidienne, mais qui n'étaient plus en mesure de justifier de compétences. Ils se sont vus interdire d'exercer. Donc, il y a des contrôles a posteriori exercés par l'Ordre des médecins. Mais je reviens sur la diapo précédente. Le principe, c'est que le médecin est le premier juge de sa compétence. Dernier point, il faut quand même en parler, c'est le nerf de la guerre, c'est l'argent. Les assurances, si les assurances s'étaient inquiétées de la pratique d'endoscopie par des chirurgiens, ça fait belle lurette qu'elles n'auraient plus couvert cette pratique. Or, il n'existe aucune exclusion de garantie aujourd'hui dans les contrats d'assurance qui ne permettent à des chirurgiens de réaliser l'endoscopie. Il est clair que si la pratique avait interpellé ceux-là même qui indemnisent des accidents médicaux, qu'ils soient fautifs ou non fautifs d'ailleurs, eh bien, on aurait vu apparaître dans les contrats d'assurance des exclusions de garantie spécifiques à la pratique de l'endoscopie.
Tout ça pour dire que l'ensemble de ces arguments tendent à démontrer de manière, j'ai envie de dire, certaine, bien qu'aujourd'hui aucun organe juridictionnel n'ait eu à se prononcer sur la question, mais vous avez pu le voir, il y a quand même un grand nombre de motifs, de raisons qui légitiment parfaitement l'usage de l'endoscopie par les chirurgiens digestifs. Et donc, pour conclure, la chirurgie et la médecine évoluent en permanence au gré des innovations, et vous en avez largement développé des points lors de vos diverses interventions. L'endoscopie, c'est un outil qui est utilisable par tout médecin qui a acquis et conservé sa compétence, la pratique demeurant essentielle. L'endoscopie est assurée au titre de la responsabilité civile professionnelle du chirurgien digestif. Elle est également valide d'un point de vue ordinal, notamment au travers du principe de l'omnivalence du diplôme du médecin. Et la formation universitaire et post-universitaire, elle est, oui, fondamentale, mais elle n'est pas exclusive, et on revient toujours à cette notion de pratique. Toujours dans le seul but, pardon, vous l'avez également rappelé tout à l'heure, du service rendu au patient et de son intérêt exclusif. Je vous remercie. Je crois que c'était particulièrement clair. Je crois que c'était clair. Oui, alors je voudrais être un peu provocateur. Vous avez dit l'endoscopie n'est pas une technique. C'est dans l'idée que l'endoscopie est un outil. C'est technique par rapport à outil. L'endoscope est un outil, oui. Oui, non, parce que c'est important de savoir et d'avoir les arguments. Moi, je suis assez d'accord pour considérer que l'endoscope est un outil et comme l'a dit notre collègue belge, quand il y a plusieurs couteaux ou plusieurs bistouris, on n'a pas à prouver qu'on utilise l'un ou l'autre. Et je pense que pour l'endoscope, c'est vrai. Par contre, il y a un élément qui biaise un peu, c'est le DM, parce que l'endoscope est un outil, mais le DM qu'on met avec l'endoscope n'est pas un outil, c'est un matériel, un dispositif implantable en général, et c'est un DM. Et donc, on peut imaginer, et ça c'est pour revenir à ma deuxième partie de question sur la compétence de celui qui fait, c'est actuellement aussi bien l'HAS dans ses avis que la CNAM dans le choix des actes qui sont tarifés, mettent des suppléments d'information en disant que cette technique est acceptée à condition qu'elle soit faite par des gens qui ont eu la formation spécifique. Ça va même parfois un peu loin parce qu'on se doute bien que les gens ne vont pas le faire s'ils n'ont pas de formation, mais il y a des fois où c'est pas du tout respecté, c'est-à-dire c'est écrit et manifestement c'est pas respecté. Alors, ne serait-ce que dans la médecine esthétique, où alors là, c'est jamais respecté. Donc, la différence entre endoscope et DM, parce que là, on voit très bien, quand on met les systèmes pour faire des endoslives endoscopiques, il est sûr que l'endoscope, c'est un outil, n'importe qui peut s'en servir, mais tu l'as bien dit, il faut que la formation de celui qui met le DM soit assurée avec un proctor, avec une aide, etc. Donc, comment, sur le plan légal, pratique et légal, on peut bien définir ça et bien aborder ça. L'endoscope est un outil, mais ce que l'endoscope permet de faire, il dépend quand même de la formation des spécialistes. Parce que dire que tout médecin, enfin, ou tout chirurgien, est le propre juge de ses limites, je dois dire que moi, ça me chiffonne un peu parce que c'était, dans les années 50, c'était le cas. Très rapidement, il y a eu plein de jurisprudences qui ont montré que si un urologue met une prothèse cardiaque, il va se faire descendre tout de suite. J'étais presque convaincue que quelqu'un allait rebondir sur l'omnivalence du diplôme, parce que c'est de ça dont il est question, et le fait que le médecin
et le seul juge de sa compétence. Mais d'un point de vue juridique, tel est le cas. Oui, oui, c'est ça. Je comprends, bien sûr, tout ça, c'est ce que je développe, c'est très théorique. Et c'est parce qu'on ajoute plusieurs motifs, ces 6 motifs, on arrive à la conclusion positive que oui, l'endoscopie appartient au chirurgien. Ça reste évidemment théorique, cette question de l'omnivalence du diplôme. Et c'est un principe, il faut le savoir, qui n'est pas absolu. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pris soin de lire l'article 70 qui explique que ce principe n'est pas absolu, puisqu'il faut que le médecin puisse justifier de sa connaissance. Et dans le terme connaissance, il y a effectivement ce que vous développiez à l'instant, c'est la formation. Donc, théoriquement, oui, tout médecin pourrait utiliser un orthopédiste ou tout chirurgien, un orthopédiste, même d'un point de vue purement théorique, on peut imaginer qu'un psychiatre puisse également utiliser un endoscope. Mais cumulé aux autres motifs que j'ai développés, j'arrive à une réponse positive. Même si, comme je l'ai dit, je n'ai pas aujourd'hui de certitude d'un point de vue juridictionnel, parce que ni la Cour de cassation, ni le Conseil d'État, qui aurait pu être saisi de la question, n'ont eu à se prononcer sur cette question de fond qu'on développe. Oui, le point outil technique, ça, Oui, c'est oui. très important. Je pense qu'il y a des jurisprudences, non, au point de vue assurantiel, hein, sur ces situations. Parce qu'elles font à la fois l'élément juridique et l'élément juridique que vous citez, qui est vraiment formidable. On a besoin de ce cadre. Et de l'autre côté, remis à la contextualisation d'un accident. Je veux dire, qui sont des éléments qui sont particuliers. Donc, je pense que là, les éléments jurisprudentiels sont quand même assez importants. Je dirais il y a des éléments jurisprudentiels, il y a toujours des arrêts de la Cour d'appel, 2 cours d'appel qui ont pu statuer sur ces problématiques, mais les hautes juridictions n'ont pas eu à le faire. Et ce sont elles qui font office de loi, si je puis dire. Oui, concernant l'accès au matériel de la part de l'établissement, parce qu'il y a des établissements qui disent non, finalement, les endoscopes, c'est pas pour les chirurgiens. Donc là, de ce point de vue. C'est une grave entrave à la liberté d'entreprendre et d'exercice. Oui, parce que dans les contrats des médecins, à moins que ça soit précisé dans les contrats des médecins. Vous évoquez des situations où des chirurgiens digestifs ont eu des difficultés d'accéder à l'endoscope. C'est une entrave claire et nette à la liberté d'exercice et d'entreprendre du médecin. Ce n'est pas normal. Ce sont des situations qui ne doivent pas exister et qu'il faut faire remonter en principe évidemment à la direction de l'établissement, au président de CME et éventuellement devoir consulter peut-être un avocat quand le souci perdure. Mais ce sont des faits qui sont tout à fait répréhensibles. Surtout quand on sait que la sécurité de patients peut être mise en jeu. J'ai beaucoup apprécié votre exposé qui m'a semblé clair et je voulais savoir est-ce que il y a déjà eu des cas de patients qui ont porté plainte parce que le chirurgien avait fait de l'endoscopie. Vous avez connaissance de cas particuliers? Des plaintes de patients, j'en ai pléthore. Oui, ça j'imagine. Enfin, j'espère pour vous parce que c'est votre... mais en rapport avec un problème de compétence à l'usage de l'endoscopie par un chirurgien, non. Pas à ma connaissance. Après, je ne traite pas tous les dossiers de France, mais non, je n'en ai pas à titre personnel. Il y a quand même une remarque qui me paraît particulièrement intéressante, c'est quand on parle de l'urologue qui veut mettre une prothèse, une valve cardiaque, mais c'est vrai. Je veux dire, quel chirurgien digestif voudrait utiliser un endoscope en prenant le risque de se faire mal avec l'endoscope, de faire mal au patient, sans aucune formation? En pratique, aucun. Bien sûr. Hein? Et donc, c'est vrai que la question de la formation, la disponibilité de la formation est fondamentale. Là, elle existe. La notion de la conscience que doit avoir le chirurgien avant de s'engager dans une démarche pour faire l'endoscopie, des difficultés que représente ce type d'acte, parce que ce n'est pas facile. Ça nécessite une implication, une formation. Et je pense que ça, déjà, ça, c'est une première étape fondamentale. Je crois qu'on y est. Je crois que les chirurgiens qui s'engagent là-dedans commencent à ont pris conscience que c'est un vrai atout dans leur discipline, mais il y a aussi une contrepartie, c'est qu'il faut aussi qu'il y ait une vraie formation solide qui vienne appuyer tout cela. Moi, je suis un petit peu mal placé parce qu'à Lille, j'ai la chance de pouvoir collaborer, d'enrichir ma pratique de chirurgien au contact des gastroentérologues avec qui je travaille.
Je pense qu'eux aussi, parce que l'on dialogue, enrichissent leur pratique de gastro-entérologue, d'endoscopiste au contact de la chirurgie. C'est quand même, à la fin du compte, l'objectif, je dirais, ultime, que chacun puisse faire ce qu'il veut en connaissant un petit peu plus de l'autre. Et déjà, rien que ça diminue énormément les conflits internes. Voilà. D'ailleurs, il y a un argument dans la bagarre entre spécialités, c'est que, vous l'avez dit, le nombre de chirurgiens digestifs qui veut se lancer dans la partie d'endoscopie est relativement limité en termes de nombre, et d'autre part, donc ça veut dire que c'est pas du tout une histoire de marché au niveau d'une spécialité, puisque ça représente probablement moins de 10% des chirurgiens digestifs. Et d'autre part, il existe en France des endroits comme à Lille, à Marseille, enfin, il y en a d'autres où il y a des collaborations qui existent dans le privé ou dans le public, entre les chirurgiens digestifs et les gastro-entérologues, et qui existent déjà. Donc, rien que le fait que ça existe, devrait interdire d'empêcher d'utiliser les outils, puisqu'il y a des gens qui le font et que ça se passe correctement. Donc, ces deux éléments-là, c'est aussi des éléments et qu'il faut dire. Et je crois que il y a un problème, parce que comme j'ai été à plusieurs groupes de travail sur ce sujet-là, il y a un problème psychologique qui est celui de Blanc tout à l'heure l'a bien dit. Il a dit je fais pas des endoscopies diagnostiques à tous mes malades. J'ai fait quand il y a 6 mois d'attente et que personne ne peut le faire. Je pense qu'il faudrait que ça soit dit fort que c'est vis-à-vis des autres, parce que il y a des utilisations du vocabulaire qui est important. Maître Bloch, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Je pense que c'est l'heure. Hein. Oui. C'est l'heure. On a un Pas tout petit seulement peu de retard. On a un peu de passé, mais c'était très enrichissant et très intéressant. Et j'aimerais remercier tous les orateurs, surtout nos experts qui viennent de l'étranger. Christine, merci beaucoup. Thank you very much. Mohit, merci beaucoup. Thank you so much. Et j'espère qu'on va vous revoir bientôt ici en France, à Paris, et pourquoi pas à l'Académie de chirurgie. Merci Robert pour avoir organisé ces panels fantastiques que j'apprécie énormément, et à tous pour avoir passé 2 heures ici avec nous et passer une excellente soirée. Alors, la séance est interrompue.